Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de votre présence aujourd'hui aux Voix d'Orléans et pour cette rencontre entre Hélène Moucharzé et Pascal Horry sur le projet Cannes 39 à Orléans, dont on va vous parler longuement. Donc, je vous présente Pascal Horry, que je remercie évidemment infiniment de sa présence aujourd'hui parce qu'il a un agenda très chargé. Donc, Pascal Horry est historien et il est professeur émérite de la Sorbonne Paris 1 et il est également président de l'association Les Amis de Janzé. Et puis, Hélène Moucharzé, bien connue évidemment à Orléans, est présidente du CERCIL, le Centre d'études et de recherche sur les camps d'internement du Loiret, dont le musée mémorial des enfants du Veldiv se trouve juste derrière l'hôtel du Panloup. Voilà, donc Cannes 39, moi je vais pas en parler, je vais laisser nos invités en parler, mais vous savez que c'est un projet qui prendra tout son corps à Orléans du 12 au 19 novembre. Du 12 au 17 novembre. Donc, du 12 au 17 novembre, vous notez déjà ça dans vos tablettes. Vous réservez cette semaine. Vous prenez tous des vacances, des congés, de manière à pouvoir assister à l'ensemble des films qui seront projetés, des films, des entretiens, des conférences, des documentaires qui seront projetés durant cette période-là. C'est extrêmement important. C'est un projet qui va être fortement médiatisé et qui a un intérêt à la fois historique, mémoriel, culturel, pédagogique, puisque beaucoup de lycéens seront concernés. Et puis également, c'est un projet festif. Voilà, c'est un festival de cinéma qui se passera à Orléans, sur les bords de Loire et non pas sur la Croisette. Mais on vous y attend tous. Donc je cède immédiatement la parole à Pascal Horry. Et Pascal Horry et Hélène Moucharzé vont s'entretenir tous les deux. Ils n'ont pas besoin d'animateurs. Ils vont s'entretenir tous les deux, chacun sur leur champ de connaissances et de responsabilités sur ce projet. Merci à vous. Merci Madame Ferkatadji. Oui, pour avoir glissé dans la problématique de cette année, informer à tout prix cet entretien, qui a un rapport bien entendu avec la question de l'information, mais au sens large, puisque vous avez vu le titre plus précis qui a été donné à cet entretien, sensibilisation et éveil des consciences, outils de propagande à propos de l'art cinématographique. Alors on voit le lien, on comprendra que c'est une acception élargie, je pense qu'Hélène sera d'accord, de la notion d'information qui va circuler entre nous. Merci, ou peut-être pas merci là du coup, de ne pas avoir prévu de modérateur. Vous avez dû considérer, puisque je crois que c'est la seule table ronde qui n'a pas de modérateur, qu'on était tellement modéré qu'on se modérait nous-mêmes. Bon, voilà, on va voir ce que ça va donner. Oui, je précise qu'il y a effectivement 6 jours de festival. Alors, on va redire plusieurs fois les dates. Le teasing, comme on dit maintenant, commence. Vous avez vu paraître, y compris dans la Nouvelle République, si j'ai bien compris, la République du Centre, pardon. Mais aussi dans la Nouvelle République, d'ailleurs. La composition du jury, enfin bref, dans toute la presse qui compte, quoi. La composition du jury. Donc on peut dire que le teasing va monter d'un cran maintenant. Et ça concerne le colloque, ça concerne le festival, ça concerne aussi un colloque. Il faut le préciser, quelques semaines, quelques jours après, je vous donne des dates, comme ça vous allez augmenter le jour de vacances que vous allez prendre. Il y a toujours à Orléans un colloque qui complète sur le plan scientifique la dimension du festival qui ne se résout pas à des paillettes, bien entendu, mais enfin quand même, bon. Et là, le colloque est prévu, je parle sous vos contrôles, mesdames, du 28 novembre au 1er décembre. Donc, je récapitule, 10 jours à déjà noter dans vos agendas, les 6 jours du festival, 12, 17, ça fait 6 jours si je calcule bien, et 4 jours de colloque. Voilà, 10 jours quand même, vous imaginez. C'est quand même très important, et c'est pas Hélène qui me démentira, c'est quand même très bien que ça se déroule à Orléans. Voilà. Bien. Alors, on s'est un peu réparti les tâches avec Hélène. Je vais commencer à faire un cadrage très général du rapport du cinéma, sans doute à l'information, plus généralement à la propagande, plus généralement encore à la politique, à la fin des années 30, ce qui va nous conduire, et c'est là qu'Hélène va intervenir, évidemment,
à l'élaboration de ce festival de Cannes de 1939, qui à la fois finalement n'a pas eu lieu, enfin plutôt il n'a pas eu temps parce qu'il y a eu un lieu, c'était Cannes. Il y avait un temps qui était le 1er septembre 1939 évidemment. Bon. Donc Hélène reviendra sur l'élaboration de ce festival, sur le rôle de son père et aussi d'autres personnes dans cette élaboration. Et puis je reprendrai sans doute la parole, mais en duo avec Hélène, sur la question en particulier de la sélection, le regard très rapide qu'on peut porter sur la sélection, car, teasing supplémentaire, au mois de novembre, dans la partie festival, mais commenté dans la partie colloque ensuite, vous aurez la chance de voir la plupart, je suis prudent, peut-être la totalité, en tout cas la plupart des films qui étaient prévus en 1939. Avec d'ailleurs un flou sur les films qui auraient été vraiment projetés en 1939, parce que, vous l'aurez peut-être remarqué, 1er septembre 1939, c'est non seulement quelques heures avant la déclaration officielle de guerre, mais c'est quelques jours après le pacte Hitler-Staline, ce qui fait que la représentation soviétique changeait de nature, et qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur les films soviétiques qui étaient prévus quelques mois avant, puis au dernier moment. Bref, nous reviendrons sur tout ça rapidement, puis je pense qu'au bout de 3/4 d'heure, on pourra donner la parole au public. Voilà. Alors, le cinématographe, on l'appelle de plus en plus le cinéma dans les années 30, a désormais la parole, hein, il n'est plus muet, il est devenu sonore et parlant, comme on dit. Ça a encore amplifié son poids dans les sociétés humaines, et son rapport avec l'information se traduit par une formule que ceux qui ont mon âge vénérable connaissent, mais que les plus jeunes, que mes étudiants ne connaissent pas, le mot actualité. D'une certaine façon, le grand média, comme on disait pas à l'époque, le grand média dans les années 30, pour beaucoup de sociétés humaines, c'est le cinéma. Beaucoup de personnes vont au cinéma mais ne lisent pas les journaux, commencent à écouter la radio. C'est le couple radio-cinéma qui est en train de se mettre en place dans les années 30. Et en tous les cas, à l'occasion des séances cinématographiques, voient les actualités. Et ce qui est très frappant, c'est que, premièrement, c'est un média qui a complètement disparu hein, dans les années 60. Vous le savez, les actualités, peu à peu, concurrencées en particulier par la télévision, se sont anémiées. Entre parenthèses, si vous vous intéressez à l'histoire de la télévision, vous verrez qu'au départ, la télévision était un copier-coller des actualités. Hein. Le journal télévisé, par exemple, en France, après la Seconde Guerre mondiale, c'était des images avec une voix off. Hein. Il n'y avait pas de speaker au départ, il n'y avait pas de journaliste qu'on filmait. Donc c'était quand même très proche. D'ailleurs, les techniciens qui font le journal télévisé au départ, à l'époque, je connaissais assez bien Pierre Tchernia, il en parlait, c'était des gens qui venaient des actualités cinéma. Hein. Donc les actualités cinéma, c'est un moment important de l'information et donc du coup de la propagande des sociétés des années 30. On ne l'oubliera pas, mais je n'y reviendrai peut-être pas, sauf si vous avez des questions à poser. Bien entendu, ces actualités sont le produit d'initiatives privées, sauf dans les pays de dictature, où c'est l'État qui le contrôle directement. Mais il faut bien le savoir, dans les démocraties libérales comme la France, le Royaume-Uni ou les États-Unis, il y a censure sur les actualités. Grosso modo, tous les mercredis, une commission se réunit, visionne les actualités et peut intervenir. Donc, il n'y a que la presse écrite qui soit officiellement, dans un pays de démocratie libérale comme la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, exempt de censure directe. Bon, il y a des censures indirectes, évidemment. Les actualités sont déjà l'objet d'une censure officielle, qu'on n'appelle jamais censure. Je rappelle que le mot censure officiellement dans la loi française est lié à des conjonctures exceptionnelles, et en particulier des conjonctures de guerre. Alors ce qui est vrai, c'est qu'après le festival de Cannes, qui n'a pas eu lieu en septembre 1939, nous sommes entrés, enfin en France et dans d'autres pays, dans la guerre, et la censure a été officiellement restaurée. Il faut bien voir qu'il y a un enjeu derrière la notion de censure, par rapport à la notion de contrôle, l'idée que c'est a posteriori ou a priori, bref, on utilise officiellement le mot censure, en France comme dans les autres pays d'ailleurs, à partir du moment où on est en état de guerre. Et d'ailleurs, la censure ne s'est pas arrêtée en 1945 en France. Hein. Le retour à une complète liberté d'information, pour la presse écrite toujours, j'insiste sur la presse écrite, s'est fait progressivement entre 1945 et 1947 déjà. Donc les actualités sont un moyen d'information et de propagande universel et sans doute assez efficace, sur lequel il faudrait revenir. Mais par ailleurs, le cinématographe est aussi un art. Alors est-ce que c'est d'ailleurs vraiment un art aux yeux de la plupart des contemporains des années 30 ? Il y a tout un débat déjà à cette époque-là. En tous les cas, c'est un art, un divertissement, un loisir,
et qui attire vers lui de plus en plus de spectateurs, au détriment, il faut le dire, ça a été un des enjeux de Jean Zay quand il était ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts entre 1936 et 1939, au détriment de ce qu'on appellerait aujourd'hui le spectacle vivant, le théâtre, etc., qui voit sa fréquentation baisser. Et une des interventions de Jean Zay quand il est ministre de l'Éducation nationale, et de fait, même sans le titre au départ, des Beaux-Arts, c'est d'essayer de redonner de l'allant au théâtre. Donc il y a évidemment un rapport entre la promotion du cinématographe, la crise du théâtre, pas pour cette seule raison, mais quand même. De même que on peut dire que la radio devient un média important et qu'il y a quantité de débats autour de ce qu'on appelle, c'est complètement oublié aujourd'hui, l'art radiophonique. De même qu'on se pose la question de savoir si le cinéma ne serait pas un art, il y a quelques revues qui osent le dire. Bon, le grand public n'en est pas convaincu, peu importe, il vote avec ses pieds, il va voir des films. Ben de même, il y a tout un débat sur l'art radiophonique. Et vous imaginez bien que la radio est contrôlée par les pouvoirs publics, encore plus contrôlée dans un régime totalitaire que dans un régime autoritaire, encore plus dans un régime autoritaire que dans une démocratie libérale comme la France, mais il y a un contrôle. C'est tout à fait clair. Et les films qui sont diffusés dans les salles, donc restons maintenant définitivement peut-être sur le cinématographe proprement dit, les films sont l'objet aussi d'un contrôle. Alors, ce n'est pas un contrôle tout à fait a priori, c'est-à-dire que la commission de contrôle, qui fonctionne dans toutes les années 30 en France et dans beaucoup d'autres pays d'ailleurs, la commission de contrôle qui visionne les films qui sont destinés à être diffusés dans les salles de cinéma. Donc un des moyens, par exemple pour le Parti communiste à un certain moment en 1936, de diffuser des films, c'est de ne pas les soumettre à la commission de contrôle et de les diffuser dans des cadres militants, avec des séances qui sont théoriquement des séances où on paye à l'entrée, etc. Bon, bref, il y a des petits contournements, avec la tolérance du gouvernement dans ce cas-là, ce qui était le cas en 1936. Mais sinon, il y a ce qu'on pourra appeler vulgairement censure, disons contrôle. Alors la distinction est subtile. Contrôle a priori ou a posteriori, théoriquement il est a posteriori, c'est-à-dire qu'on est libre en France, bon, je me limite pour l'instant à la France, je vais reparler des dictatures après, on est libre en France de produire, de réaliser, de tourner un film. Simplement, vous imaginez bien qu'il y a une autocensure, du simple fait que tout le monde sait bien qu'ensuite ça va être contrôlé. Donc c'est de la censure a posteriori qui ressemble quand même beaucoup à de la censure a priori. C'est quand même le cadre général qu'il faut connaître, même dans une démocratie libérale. A fortiori, dans les dictatures, et je fais la distinction, on peut discuter régime autoritaire, régime totalitaire. Et le cinéma est clairement considéré comme une industrie. D'ailleurs, c'est quelques années après que Malraux écrira sa petite phrase « Par ailleurs, le cinéma est aussi une industrie ». Après avoir parlé d'art pendant plusieurs pages, il termine son article, Malraux, en disant « Par ailleurs, le cinéma est aussi une industrie ». Une petite phrase qui, je ne dis pas sape tout ce qui précède, mais qui est très ironique, évidemment. Donc, dans les démocraties libérales, c'est d'abord une industrie. C'est quand même aussi un moyen de propagande indirect, pour certains. Mais alors, dans les régimes autoritaires et totalitaires, qui sont majoritaires en Europe en 1939, regardez la carte politique de l'Europe en 1939, vous avez des pays de démocratie libérale qui ont basculé depuis la Première Guerre mondiale sur l'ensemble de l'entre-deux-guerres, qui ont peu à peu ou brutalement basculé dans des régimes autoritaires. Et puis vous avez des grands régimes totalitaires. Et plus on va vers les régimes totalitaires, l'Union soviétique, l'Italie fasciste, le Troisième Reich allemand, plus on trouve des phrases qui disent clairement que le cinéma est le plus important de tous les arts. D'ailleurs, c'est très frappant de voir qu'il y a quasiment un copier-coller. Mussolini le dit, Lénine aussi. Donc c'est une conviction que le cinéma est une arme politique. C'est donc une arme de propagande, d'information, dit-on, mais de propagande. Goebbels, en Allemagne, est en charge du Volksaufklärung, c'est-à-dire on va éclairer le peuple. On va éclairer le peuple. Donc c'est très ironique de la part de Goebbels. Ça consiste à dire vous parlez du siècle des Lumières, mais nous avons nos Lumières nazies, nous allons éclairer le peuple. Et il est ministre de la propagande et du Volksaufklärung. Et vous lisez le journal de Goebbels, puisque maintenant on dispose de son journal, vous voyez que le cinéma est très présent dans son journal. Par ailleurs, l'un des fils de Mussolini, Vittorio Mussolini, est très investi dans le cinéma italien. Donc c'est un enjeu capital. Et des deux côtés, du côté des victimes comme du côté de ceux qui sont au pouvoir dans les régimes totalitaires,
il y a cette conviction que vraiment le contrôle du cinéma, c'est essentiel. Tout ça produit des films explicitement de propagande. Dans le cas de la France, ce sont des films qui sont souvent financés de façon biaisée, qui sont des documentaires qu'on projette en première partie de séance, qui chantent les louanges, par exemple, de la colonisation, pour y revenir. Ça reste assez périphérique. Plus on s'approche des régimes dictatoriaux et a fortiori totalitaires, plus c'est évidemment lesté de moyens techniques, de moyens économiques considérables. Pour ceux qui voudraient comprendre ce que c'est qu'un film de propagande, le meilleur exemple, parce que esthétiquement parlant, il est considéré comme un film tout à fait impressionnant, en étant, alors là, complètement un film de propagande, c'est un film du milieu des années 30, c'est Le Triomphe de la volonté, de Leni Riefenstahl, qui est le grand film de propagande officielle nazie. Et pour ceux qui ne l'auraient pas vu, vous avez quand même intérêt à le voir, pour voir ce que c'est un film, entre guillemets, techniquement bien fait, avec toute l'industrie allemande derrière, et le génie d'une photographe et cinéaste, et aussi sportive, qui mourra plus que centenaire, qui s'appelle Leni Riefenstahl, qui est une femme dans un milieu d'hommes en plus. C'est un film très impressionnant, qu'on peut voir maintenant, alors qu'il a été longtemps évidemment interdit. Ça, c'est le type même du film de propagande qui ne se cache pas. Puisque théoriquement, c'est un film qui filme un congrès du parti nazi. Donc théoriquement, rien de plus ennuyeux. Évidemment pas. Évidemment pas. Donc, des films de propagande, il y en a en Italie, en Union soviétique, en Allemagne, pas de problème. Plus subtilement, il y a les films de fiction qui diffusent une propagande plus ou moins larvée. Pour prendre toujours le cas du Troisième Reich, puisqu'en 1939, c'est lui qui va être le grand acteur. Hein. C'est parce que Hitler met la main sur la Tchécoslovaquie et attaque la Pologne qu'il est l'acteur. Hein. Les autres acteurs suivent. Mussolini, les démocraties suivent. L'ordonnateur de l'année 39 s'appelle Adolf Hitler. Ça dit beaucoup de choses, d'ailleurs, sur ce qui va se passer dans les prochaines années, parce que c'est lui le maître des horloges. Hein. Il y a tellement de Français, d'Anglais qui ne veulent surtout pas qu'il y ait de guerre, que, évidemment, c'est lui qui veut la guerre en 1939, en septembre 1939. Donc, du côté du Troisième Reich, il faut bien voir que Hitler prend le pouvoir en janvier 1933, enfin à partir de janvier 1933. Il est le maître de tout à partir de juin-juillet, disons. Eh bien, dès le mois de septembre, dans mes souvenirs, en tous les cas, à la rentrée, je crois que c'est septembre ou octobre 1933, sort un film de fiction sur les écrans allemands qui s'appelle Le jeune hitlérien Gwex. C'est un film de fiction qui est entièrement nazi, de la première image à la dernière. Mais c'est un très habile film de fiction destiné aux adolescents et aux jeunes. Les grands enjeux des années 30, hein, le contrôle de la jeunesse. Donc voilà, le cinéma peut être un cinéma de propagande, et c'est très net dans toute cette cinématographie. J'ai, il y a quelques années, travaillé sur un parallèle entre trois films qui sont sortis sur les écrans aux alentours de 1938, entre fin 37, 38, enfin il y a des dates qui est espacées, et qui sont trois variantes de films de fiction, mais qui ont un fort contenu politique. Il y en a un qui vient de l'Italie, donc à l'époque sous domination fasciste, un qui vient d'Union soviétique, et un qui vient de France, à titre d'exemple. Celui qui vient de France, c'est La Marseillaise de Jean Renoir, qui est un film tout à fait remarquable, que je vous conseille de visionner, parce que ce n'est pas le film de Renoir qu'on visionne le plus. Et c'est une manière de rendre à la fois fictive l'élaboration de l'hymne national français, et de raconter la naissance d'une nation, comme dirait l'autre, Griffiths, c'est-à-dire la naissance de la nation France. C'est un film qui a été un complet échec à l'époque, et c'était le résultat d'une tentative de production populaire, avec le Front populaire derrière, et puis, pour diverses raisons, à l'arrivée, c'était plutôt une production privée, mais avec une impulsion du Front populaire. Le film italien s'appelle Scipion l'Africain, donc sujet de l'Antiquité. Et si vous voyez les premières images de ce film de Galaone, vous voyez le forum romain couvert de citoyens romains qui tendent le bras et qui accueillent leur grand leader qui est Scipion. Alors si vous n'avez pas compris l'allusion à ce moment-là, le film est un peu à lire avec ces lunettes-là. Et puis vous avez Alexandre Nevsky. Alexandre Nevsky, qui était prévu jusqu'à un certain moment au Festival de Cannes de 1939. Alexandre Nevsky, qui est clairement un film de mobilisation de la nation russe, pas soviétique, contre les dangers extérieurs en général, mais surtout contre le danger allemand.
Donc suivez mon regard. Sauf qu'il y aura le pacte Hitler-Staline, ça va un peu troubler. Et là, vous avez affaire à une sorte, là aussi un chef-d'œuvre, hein, une sorte d'opéra national, il faut le dire, mais aussi stalinien. Bon. Donc voilà, le cinéma de cette époque-là, c'est aussi ça. Et puis c'est Hollywood, et on va le voir, Hélène va nous en parler, comment le cinéma américain va jouer son jeu dans ce rapport subtil. Bon, on ne fait pas de propagande, mais enfin quand même, on ne souhaite pas non plus être victime de la propagande des autres. Face à tout ça, le gouvernement français, avec Jean Zay comme responsable du cinéma par le biais de l'éducation nationale et des beaux-arts, le gouvernement essaye de poursuivre une réforme. Effectivement, c'est un gouvernement réformiste, plus que révolutionnaire, adossé à un mouvement populaire qui était le mouvement de 1936. En deux mots, pour ne pas remonter trop au déluge, 1936 est important dans l'histoire du cinéma français parce que le fameux mouvement de grève de 1936 a concerné le cinéma. Ça paraît évident? Non, ce n'était pas du tout évident. Le cinéma, ce n'était pas un lieu où on faisait grève. Alors, on n'a pas arrêté des tournages, mais en revanche, il y a eu clairement une mobilisation, en particulier dans ce qu'on appelait les industries techniques, celles qui fabriquaient les pellicules, les appareils, etc. Et surtout, ce qui est extraordinaire, c'est que la syndicalisation au sein du cinéma en France, qui était proche de zéro, franchement proche de zéro, je ne peux pas entrer dans les détails, avant les grèves, était à son maximum au sortir des grèves. C'est-à-dire qu'il y a eu un basculement du rapport de force. La CGT réunifiée, hein, qui est une CGT qui réunit à la fois des réformistes et des militants proches du Parti communiste, la CGT réunifiée devient un interlocuteur important, non seulement des pouvoirs publics quand il s'agit de parler du cinéma, elle a un projet dans ce domaine, je n'entrerai pas non plus dans les détails, puisqu'il n'aboutira pas, mais enfin si on peut en parler tout à l'heure au moment de la discussion, bien volontiers. Et la CGT devient un interlocuteur important des pouvoirs publics et pèse au sein des métiers du cinéma. Ça, c'est une grande nouveauté. Et puis, il y a les projets du Front populaire, de tous ces mouvements qu'on commence à appeler culturels, justement, à ce moment-là, en 1936, le mot est déjà lancé, qui veulent une réforme dans tous les domaines artistiques, et pas seulement artistiques d'ailleurs, la lecture publique aussi, etc., et en particulier qui veulent une profonde réforme du cinéma. Tout ceci va aboutir, grâce à Jean Zay, à un projet de loi, donc déposé par le gouvernement, mais qui pour diverses raisons est déposé tard, en 1939, qui est le résultat d'une longue élaboration démocratique. Évidemment, le problème des démocraties libérales, c'est qu'elles passent par des commissions parlementaires, par des votes. Nous avons deux chambres déjà à cette époque-là, un Sénat qui est aussi puissant que la Chambre des députés. Il faut ménager les rapports de force respectifs. Le Sénat est plus à droite que la Chambre des députés. Le Parti communiste s'est retiré d'une majorité, il ne se reconnaît plus depuis 1938. Bref, ce projet de loi est déposé par Jean Zay. C'est un projet qui annonce beaucoup des réformes qui vont suivre. Hein. L'idée qu'il faut professionnaliser les métiers du cinéma, qu'il faut qu'il y ait désormais une carte professionnelle. L'idée qu'il faut contrôler la remontée des recettes. C'est un des grands enjeux. L'idée qu'il faut promouvoir l'art cinématographique en encourageant la mise en place de processus de formation, puisqu'il n'y a pas vraiment d'école formant au cinéma encore à cette époque-là. Donc c'est un projet très intéressant. Et évidemment, ce qui est typique de la situation de la France, c'est qu'il n'est pas voté, puisque la guerre arrive. Par ailleurs, Jean Zay va quitter le gouvernement au mois de septembre pour rejoindre une unité combattante, ce à quoi il n'est pas obligé d'ailleurs. Mais bref, ce ministre réformateur a aussi un projet, et son équipe, en ce qui concerne le cinéma, et auquel sont sensibles effectivement non seulement les syndiqués, mais un certain nombre d'artistes du cinéma, etc. Par ailleurs, Jean Zay, comme disons les démocrates, pas seulement de gauche, certains démocrates de droite aussi, sont très sensibles à la montée des périls, au fait que les totalitarismes progressent, qu'il y a un projet belliqueux d'Hitler, que désormais Hitler et Mussolini sont alliés, ce qui n'était pas le cas au début. Hein. Je rappelle qu'en 1933, ils ont beau être fascistes tous les deux, ils sont en très mauvais rapport pour des raisons de géopolitique, mais c'est fini maintenant. Hein. 1936, la guerre d'Espagne, etc. 1937, sans parler de la guerre d'Éthiopie, c'est l'axe maintenant qui est en place. Donc tout est en place pour la guerre. Hein. Et la crise de Munich, qui va avoir un petit rapport avec ce dont va nous parler maintenant Hélène, c'est-à-dire l'élaboration du Festival de Cannes, la crise de Munich laisse évidemment des marques, y compris au sein du gouvernement. Je précise que le gouvernement de 1939, ou de fin 1938, puisque l'affaire commence fin 1938, à Venise,
dans le grand festival de cinéma de l'époque, qui n'est donc pas Cannes, qui n'existe pas encore, qui est la Mostra d'art cinématographique de Venise, eh bien, le gouvernement dans lequel figure Jean Zay n'est plus un gouvernement de Front populaire, c'est un gouvernement qui est encore dirigé par la gauche réformiste, à commencer par le chef du gouvernement Daladier, mais qui comprend en son sein aussi des ministres qui sont de droite libérale, et qui est surtout, pour notre affaire, très partagé, c'est le moins qu'on puisse dire, sur le comportement à avoir à l'égard de Mussolini et Hitler. Et il y a au sein du gouvernement lui-même, et même au sein du même parti politique que Jean Zay, le Parti radical, avec des gens comme Georges Bonnet, des partisans de la modération, de la températion permanente à l'égard de Mussolini d'abord, mais aussi d'Hitler. Ce qui ne facilite pas les choses. En tous les cas, ça permet de comprendre pourquoi on en arrive, fin 1938, à une crise à Venise. Et qui explique qu'il y a eu ce projet dont va nous parler Hélène maintenant. La Mostra se réunit à la fin de l'été 1938. Comme chaque année, elle est ouverte à la compétition, elle est ouverte aux concurrences entre cinématographie nationale. Les Français sont présents comme les Américains, les Allemands, les Italiens, etc. Mais la fascisation du festival qu'on sentait monter depuis quand même quelques années atteint son comble, en tous les cas son comble aux yeux des Français, mais plus encore de ceux qui pèsent le plus lourd, des Américains. Si les Américains n'avaient pas bougé, non. Mais les Américains, là, commencent à bouger devant un palmarès qui est éclairé aussi par la présence de Goebbels pendant une partie du festival, et un palmarès qui, du côté italien, va couronner un film de fiction très imprégné d'esprit fasciste sur un pilote de guerre. Comme souvent d'ailleurs ces films, y compris d'ailleurs en France, sont généralement des histoires d'amour ou des mélodrames. Hein. Mais il se trouve que les connotations permettent de comprendre que ce n'est pas simplement une histoire d'amour et un mélodrame. Donc là, c'est un peu ça. On couronne ce film qui est un film d'exaltation virile et militaire de l'Italie, en fait fasciste, mais qui nous raconte aussi une histoire familiale, une histoire d'amour. Et puis on couronne aussi, comme film étranger, un film allemand. Bon, un film allemand étranger, c'est pas un film neutre en 1938, et il se trouve que c'est le deuxième grand film de la même Leni Riefenstahl. C'est-à-dire moins clairement un film de propagande, mais c'est clairement le film à l'éloge du pays organisateur des Jeux Olympiques, puisque c'est le fameux film qui est connu en France sous le titre Les Dieux du Stade, mais dont le titre allemand est Olympia. Dont il y a d'ailleurs des versions un peu différentes, suivant que c'est diffusé en Allemagne, en Italie, en France. Ce film a été diffusé en France, hein, Les Dieux du Stade, sans problème. Moi, mes parents m'ont parlé du choc qu'avait représenté pour eux Les Dieux du Stade, qui était un film assez prodigieux sur le plan de la technique cinématographique. Mais alors, couronner ensemble ces deux films, là, il se trouve que ça a provoqué des états d'âme chez les délégués français et surtout chez les Américains, qui ont considéré que désormais, c'était l'idéologie politique en général, parce que les producteurs américains étaient loin d'être tous des gens d'extrême gauche, hein, quand même, mais aussi que c'était le fascisme dans sa splendeur, le fascisme italien, mais aussi le fascisme allemand, qui est par ailleurs antisémite. Je ne suis pas en train de dire d'ailleurs que les producteurs juifs d'Hollywood étaient très va-t-en-guerre. Comme vous le savez, ils ont refusé de financer le film de Chaplin, le dictateur. Hein. C'est parce que Chaplin avait beaucoup d'argent qu'il a pu faire son film. C'est-à-dire que les producteurs, même juifs d'Hollywood, ont dit « ça c'est quand même trop là, non, on ne va pas vous aider, monsieur Chaplin ». Donc heureusement que Chaplin avait de l'argent et avait créé United Artists, etc. Enfin voilà où nous en sommes à la fin de 1938, et voilà où je passe la parole à Hélène. Oui, bon, je vais enchaîner, mais sous le contrôle toujours de Pascal, hein, qui complétera ce que je ne dirai pas. Et ce que je dirais est beaucoup tiré d'un livre qu'il faut citer ici, d'Olivier Loub, hein, que vous trouverez, et qui s'appelle Cannes 1939, le festival qui n'a pas eu lieu. Alors, Pascal l'a dit, les démocraties occidentales sont très très fâchées de ce qui se passe, d'autant plus qu'ils avaient quand même pensé à un lauréat, hein, qui était, si je crois, autant n'emporte le vent. Hein. Et donc, c'est quasiment comme si on mettait leur
travail à la poubelle et que sous la pression allemande, de Goebbels en particulier, et Hitler évidemment, le palmarès s'imposait. Alors devant, je rappelle aussi que Hitler en voulait beaucoup à la Biennale de Venise, puisque l'année précédente, la Biennale avait couronné La Grande Illusion, ce qui avait fâché pas mal Hitler, je crois. Alors, les délégués, il y avait des délégués de chaque pays à ce festival, et ils démissionnent. Le délégué américain qui s'appelait Harold Smith démissionne, le délégué britannique Neville Kearney démissionne, et ils s'en vont en disant qu'ils ne remettront jamais les pieds à Cannes. Du côté de la France, le délégué français, il y en a deux, il y a Philippe Erlanger, dont je vais reparler, et René Jeanne. Philippe Erlanger s'en va aussi, René Jeanne va rester. Et Philippe Erlanger, qui est à l'époque directeur de l'Association française de l'action artistique, raconte dans un livre de souvenirs que dans le train qui le ramène à Paris, il conçoit, au fond, il a l'idée, mais pourquoi pas faire un festival à Paris. Alors c'est contesté par certains historiens, parce qu'il a dit qu'après il avait fait un rapport et qu'il n'y a pas trace de ce rapport. Mais enfin, je ne vais pas rentrer dans cette polémique. Toujours est-il que l'idée va prendre corps devant cette mainmise des pays totalitaires sur la Biennale de Venise, de faire un festival, comme on le dit à l'époque, des nations libres, ou un festival de la liberté, qui va donc contrer la Biennale de Venise, qui est désormais aux mains des pays totalitaires, et qui va permettre à tous les films, à tous les pays de présenter une sélection. Il faut rappeler aussi qu'à l'époque, il n'y a pas un délégué général comme maintenant au Festival de Cannes qui fait la sélection, mais c'est les pays qui envoient chacune leur sélection. Ce qui, évidemment, donne à tout ça un aspect diplomatique, évidemment, essentiel. Alors, très vite, donc, le ministre Jean Zay est sollicité et va très vite complètement adhérer au projet. Je voudrais juste faire une petite parenthèse parce que on voit bien que la création de ce festival de Cannes, c'est un geste artistique, évidemment, c'est un geste diplomatique, mais c'est un geste de résistance. C'est un geste qui prouve bien que par la culture, on peut résister. Et là, on voit bien le sens de résistance que ça a, mais qui est, je crois, venant du jeune ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts de l'époque, une constante. C'est-à-dire, je voudrais rappeler simplement que Jean Zay, dès qu'il est élu en 1932 député du Loiret, et après l'élection, évidemment, d'Hitler et l'arrivée d'Hitler et des nazis au pouvoir, il va très tôt alerter dans beaucoup d'articles, dans ses interventions de députés, et ils n'étaient pas très nombreux à le faire à l'époque. Il va alerter sur le péril absolu de ce régime qui est en train de naître et de se développer et de lancer des ballons d'essai. Bon, je ne vais pas refaire l'histoire, mais chacun sait que Hitler, pendant toutes ces années, il a lancé des ballons d'essai. Comme il n'y avait pas trop de résistance, il a continué. Mon père a toujours été partisan de la résistance la plus ferme à Hitler. C'est d'ailleurs une des raisons de la haine qui l'a poursuivi, doublée de la haine antisémite, bien sûr, mais la haine politique. Parce qu'il représentait une résistance avant l'heure, finalement, ce qu'Antoine Pro appelle résistance avant l'heure. Et puis, il va le montrer aussi parce qu'il est partisan de la résistance aux républicains, de l'aide aux républicains espagnols. Il est anti-munichois, etc., etc. Donc, pour lui, ça rentre dans ce combat général contre les régimes totalitaires et le combat pour la République et pour la démocratie. Mais il va très vite se heurter à une opposition très forte au sein même du gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a un ministre, on l'appelait comment à l'époque, des Affaires étrangères, qui s'appelle Georges Bonnet, de sinistre mémoire, on peut dire, et qui, lui... Alors, il faut se rappeler que là, ça commence en septembre 1938, et Munich, c'est quasiment en même temps. Ah, c'est en même temps. C'est quasiment en même temps. Donc, je ne vais pas rappeler ce qu'ont été les accords de Munich. Jean Zay est très opposé aux accords de Munich. D'ailleurs, chaque soir, il prend des notes à l'issue du Conseil des ministres parce que les débats sont très violents. Et ces notes, je signale ça, vont être publiées pendant la guerre dans les journaux collaborationnistes
et qui vont le présenter comme un ministre belliciste, ce qui va encore une fois renforcer la haine. Donc, je reviens à Georges Bonnet, qui lui est tout à fait contre cette idée-là, en disant mais attention, on va vexer les Italiens, on va vexer les Allemands, et c'est toujours cet esprit munichois, enfin qui s'épanouit à Munich, mais qui vient quand même d'années antérieures, c'est ce fameux pacifisme qui va faire tellement de mal, puisque devant les menaces de guerre, il va y avoir des capitulations devant les entreprises italiennes. Alors, pendant l'hiver 38-39, c'est vraiment un combat politique très, très fort au sein du gouvernement, en même temps, évidemment, le débat extérieur. Et ça reflète bien ces années 30, où finalement, ce combat a eu lieu à la fois contre les périls extérieurs et contre les périls intérieurs. Toujours est-il que les choses avancent et que l'idée avance, et l'idée prend très tôt, il y a beaucoup d'articles de presse, et là, il y a le choix de la ville tout de suite parce que la décision finale du gouvernement, le feu vert de Daladier, ce sera en mai 1939 seulement. Mais en attendant, on travaille. Alors donc, on cherche une ville. Alors, comme ville candidate, il y avait Cannes, bien sûr, il y avait Biarritz, il y avait Vichy, il y avait Alger. Et ça va être une concurrence féroce entre toutes ces villes et des véritables lobbyistes, en particulier de Cannes, qui vont agir. Alors, je rappelle leur nom, quelqu'un qui s'appelle Georges Prade, et puis le directeur du Grand Hôtel de Cannes, qui vraiment vont faire tout un travail et ils vont l'emporter. Donc c'est Cannes qui est choisi et on travaille à la sélection, c'est-à-dire que les pays vont envoyer, on en parlera tout à l'heure, les sélections. Alors, après que la décision soit enfin prise du gouvernement, de mai, enfin en tout cas du président du Conseil, en mai 1939, Jean Zay fait un voyage aux États-Unis. Alors Pascal a souligné le rôle, évidemment, l'enjeu très important pour les Américains de ce festival, qui recueille tout de suite leur adhésion. Mais il fait un voyage aux États-Unis au mois de juin 1939, où, alors, en fait, il va à l'Université de Columbia pour être nommé docteur honoris causa. Il va aussi visiter, je crois, l'exposition universelle. Oui. Mais oui, en fait, l'exposition universelle de New York, enfin, qui était dédoublée entre New York et San Francisco. Le thème de l'exposition universelle de 1939, c'était le monde de demain. En fait, il va rencontrer les majors américains pour voir avec eux, pour être tout à fait sûr de l'appui des Américains. Et d'ailleurs, ce voyage va durer une dizaine de jours, et ensuite, il va être invité dans un déjeuner. On a la photo, c'est pour ça que j'en parle, de ce déjeuner. Je crois qu'il a lieu à Paris, ce déjeuner, oui. Avec les majors américains, et qui va sceller finalement l'alliance et le désir américain, parce qu'il y a un vrai désir américain de ce festival. Et donc l'été 39 est consacré à la préparation de ce festival, à la fois à Cannes, où on prépare les lieux. Alors Cannes, à l'époque, n'était pas Cannes maintenant, donc il faut aménager des lieux de projection, etc. etc. Et puis, il faut contacter des grandes vedettes américaines. Et le festival est prévu pour ouvrir le 1er septembre 1939 jusqu'au 20 septembre 1939. Il y a une affiche qui l'annonce. Il y a plein d'articles pendant tout l'été 39. Cet été qui est pourtant tellement... c'est-à-dire, on se pose au fond la question, mais comment pouvait-on préparer un festival de cinéma alors qu'on était dans cet état 39 où c'est la guerre, quoi. Enfin, on est au bord de la guerre. Et ça montre bien à quel point ce festival, c'était une arme contre, ça faisait partie, en fait, c'est faire la guerre d'une autre moyen, avec peut-être l'espoir qu'il n'y aurait pas la guerre. Mais enfin, ça, en été 39, je ne sais pas qui pensait encore qu'il n'y aurait pas la guerre. Et donc, voilà, les festivités. Alors oui, ce qui était prévu, c'était non seulement... je vais quand même vous lire juste le passage dans Souvenirs et solitude, qui, vous le savez, est le livre que Jean Zay a écrit en prison, dont les feuillets ont été sortis clandestinement. Voilà ce qu'il dit simplement
du festival, après avoir parlé de tous les projets dont Pascal vient de parler. Donc il écrit ça en 1943. Il est en prison. Nous préparions pour septembre, hélas, le Festival de Cannes, destiné à concurrencer par une manifestation française la fameuse Biennale de Venise, seule rencontre internationale du cinéma. Pour Cannes, s'étaient inscrites déjà plus de nations et plus d'œuvres que pour Venise. Notre festival, organisé avec le concours de l'action artistique, aurait fait de la France, chaque année, le centre mondial du cinéma. La Côte d'Azur aurait vu se dérouler à cette occasion des fêtes de qualité qui eussent servi du même coup les intérêts du tourisme français. Et puis tout de suite après, il parle du cinéma scolaire, hein, parce que vous savez qu'il a introduit aussi le cinéma, de même que la radio à l'école. Donc vous voyez que dès le départ, c'est bien sûr ce geste artistique, ce geste de résistance, mais c'est aussi un geste qui est destiné à amener, à favoriser le prestige de la France. Et donc il y a des projets absolument fous. Je crois que les Américains avaient prévu, comme il y avait hors sélection le film Quasimodo, qui a été projeté d'ailleurs, je crois. Les Américains prévoient sur la plage de Cannes de faire une maquette de Notre-Dame de Paris. Enfin, il y a des projets absolument fous. Il y a un grand bal qui commence, qui est malheureusement interrompu par un gros orage prémonitoire de la guerre qui allait éclater quelques jours après. Bref, tout est là. Les grandes vedettes américaines ont traversé l'Atlantique. Hein. Et il y a des noms très prestigieux, bon, je ne vais pas les donner là, mais enfin, elles sont dans les hôtels, elles sont là. Le président du festival, c'est donc Jean Zay. Le président d'honneur, c'est Louis Lumière, dont on a une photo où, quand il arrive en août 1939, il vient à Cannes pour préparer tout ça. Enfin, tout ça est très prestigieux. Et puis, le 1er septembre, l'Allemagne envahit la Pologne. Et le 3 septembre, la France déclare la guerre, c'est que l'Angleterre déclare la guerre à l'Allemagne. Et donc ce festival est d'abord différé, et puis bien évidemment, il va être totalement annulé. En 1946, on ressort les cartons, si je puis dire. Beaucoup de choses étaient déjà préparées, sauf que, évidemment, les films, il fallait faire une nouvelle sélection, l'époque était différente, les contextes étaient différents. Et simplement, Jean Zay avait disparu depuis 1944, où il avait été assassiné le 20 juin. Et vous savez qu'à partir de cette date-là, pendant 4 ans, on ne saura pas ce qu'il est devenu. On ne le saura qu'en 1948, quand un des assassins aura été arrêté. Et c'est lui qui va raconter ce qui s'est passé. Et quand les gens ne sont pas là, ben, les gens ne sont pas là. Et puis, il y a toute la question de la mémoire de Jean Zay. Mais je ne vais pas parler de ça là aujourd'hui. Mais ça participe aussi. Parce que la paternité de ce festival de Cannes, dont on sait qu'elle a été quand même compliquée pendant des années, personne n'a rien su de cette paternité. Au fond, c'est un peu, année 2000, hein, qui peut-être le Panthéon qui a un peu éclairé ce rôle-là, mais ça a été le cas aussi pour d'autres choses, pour l'ENA, l'École nationale d'administration, pour le CNRS, etc. Mais ça, c'est un problème de mémoire qui n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Merci Hélène. Avant de passer rapidement à la question de la sélection, puis de vous donner surtout la parole, on pourrait repartir quand même des dernières phrases d'Hélène, parce que c'est quand même en rapport avec le sujet, dans la mesure où une des raisons pour lesquelles Jean Zay est occulté, c'est bien sûr sa mort, mais il y a des morts glorieuses qui ont été mises tout de suite sur le pavois. Il appartenait à une famille politique qui avait, d'une certaine façon, été fracturée par la Seconde Guerre mondiale et qui ne s'est jamais complètement reconstituée, malgré le rôle de quelqu'un qui était très proche de Jean Zay, qui s'appelait Pierre Mendès France, mais dont on a mesuré la relative solitude quand même dans les années 50, le Parti radical. Et pourquoi ça a un rapport avec le sujet? Parce que Georges Bonnet, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut quand même insister, est membre du même parti que Jean Zay. C'est-à-dire que le Parti radical est quelque chose d'assez considérable. On a sans doute perdu de vue, peut-être moins à Orléans, mais bon quand même, à quel point le Parti radical, c'était quelque chose de considérable,
pour ne pas dire de grandiose, parce que le mot grandiose va peut-être pas au parti radical, son côté Édouard Herriot, gastronomie lyonnaise, moi il n'y a pas que ça. C'est quelque chose de considérable, le parti radical, jusqu'en 1940. Et quelque chose va passer à travers le symbole de Daladier, dont il faut bien comprendre la popularité. Le chef de l'État, Édouard Daladier, radical, est extrêmement populaire, autant qu'on puisse le savoir, en 1939. Donc vous avez un parti, le dernier gouvernement de la France démocratique libérale avant l'effondrement est dominé par les radicaux. D'une certaine façon, les radicaux ont été rarement aussi maîtres du gouvernement qu'à ce moment-là. Hein. Mais pas que, bien sûr, il y a Paul Reynaud qui représente la droite libérale, mais quand même, il ne faut pas oublier ça. Et Georges Bonnet est le membre du même parti. C'est-à-dire que la fracture du parti radical, aussi, mais dans des proportions différentes, du parti socialiste, de presque tous les partis, face à Munich et ensuite à la marche vers la guerre, est représentatif de la fracture de la société française. Il faut ajouter que nous possédons, puisque j'ai parlé tout à l'heure de autant qu'on puisse le savoir, nous possédons les premiers sondages de l'opinion de l'histoire française, 38-39. L'IFOP a été créé en 38. Ça vaut ce que valent les sondages d'opinion, encore aujourd'hui, surtout à cette époque où ils sont un peu rustiques, mais ils existent. Hein. On a la confirmation que Munich recueille une majorité de votes favorables, mais une minorité d'environ 30%, quand même, anti-munichoise, donc plus forte que ce qu'on dit souvent. Mais quand même, clairement, la société française, pour simplifier, est munichoise. Donc Bonnet peut, dirait-on aujourd'hui, surfer là-dessus. Il se trouve que même les Munichois doivent reconnaître que Hitler exagère, entre guillemets, et qu'il va au-delà des accords de Munich. Et là, ça concerne le Festival de Cannes, parce que ça permet d'expliquer pourquoi en mai, effectivement, quand même Daladier, qui peut tergiverser sur cette question comme sur d'autres, d'ailleurs. Vous savez, le surnom de Daladier, après, il s'appelait le taureau du Vaucluse. Hein, c'était un élu éternel du Vaucluse. Il a été réélu après-guerre, d'ailleurs. Il a quand même encore un rôle après-guerre, comme Paul Reynaud, comme bien d'autres. Quelqu'un avait dit, oui, c'est un taureau avec des cornes d'escargot. Mais ça, c'est ce qu'on a dit après, parce qu'à l'époque, il passe pour un homme fort. Hein, on a besoin d'hommes forts, visiblement, à toutes les époques sans doute, mais en 1939 en particulier. Donc, Daladier est quand même un peu tergiversé, et la décision, mais c'est lié au fait que Hitler continue. Et en mars 1939, Hitler a rayé de la carte la Tchécoslovaquie. Enfin, les cas, la Tchéquie, puisqu'il n'y avait plus de Slovaquie déjà. La Slovaquie était partie rejoindre, au fond, l'alliance Hitler-Staline, hein, pour le savoir, parce que quand on parle de la Slovaquie aujourd'hui. Donc, il restait les Tchèques, et la Tchéquie a été rayée de la carte en mars 1939. Donc là, effectivement, après ça, certains Munichois, peut-être pas la majorité, mais certains Munichois ont cessé d'être Munichois en disant non, il nous a roulé dans la farine, nous allons aller vers la guerre. Et l'IFOP enregistre ça. Car nous avons des sondages d'opinion, mois par mois, sur la question, y aura-t-il la guerre avant la fin de l'année? Vous imaginez un pays, vous imaginez le trouble d'une société, quoi qu'on pense ensuite des choix pacifistes ou pas. Une société à laquelle on peut se permettre ce luxe terrible de poser la question, y aura-t-il une guerre avant la fin de l'année? Vous imaginez ça aujourd'hui? Bon. Et les Français finissent par dire oui au printemps. C'est-à-dire que le Festival de Cannes a lieu dans cette atmosphère-là. À quoi va s'ajouter le coup de tonnerre du pacte Hitler-Staline. Parce que le seul parti qui était droit dans ses bottes, c'était le Parti communiste. Alors là, qui était intégralement 100% contre Munich, contre les concessions à Hitler. Et patatras, il lui tombe sur la tête le pacte Hitler-Staline. Là, vous avez des démissions, vous avez des crises de conscience, etc. Donc, au 1er septembre, au 3 septembre, entrée officielle en guerre, toute la société française est fracturée, même les communistes. Hein. Il n'y a plus d'exception. Je rappelle qu'à l'extrême droite, il y a une majorité qui soutient absolument Mussolini, mais il y a une minorité qui est complètement contre Hitler. Et vous aurez des militants, même maurassiens, qui vont rejoindre la résistance. Donc tout le monde est fracturé en 1939, hein, en septembre 1939. Il faut quand même imaginer cette atmosphère. Par ailleurs, avant d'en arriver rapidement à la sélection, il faut savoir qu'il y avait un autre projet des services de Jean Zay, qui était symétrique de celui de Cannes, dont on parle encore moins parce que là, il n'y a pas eu de réalisation même après-guerre, c'est qu'on avait envisagé la même chose pour la musique. Un festival de Saint-Germain-en-Laye, ville natale de Claude Debussy, pour répondre à la nazification du festival de Salzbourg. Hein, puisque l'Anschluss en 1938, ça voulait dire plus de musiciens juifs, etc. Hein. Donc il y avait une cohérence là-dedans.
ça n'a pas été suivi des faits, j'allais dire a fortiori. La sélection, je termine là-dessus et puis on va vous donner la parole. La sélection est très représentative effectivement de l'état du cinéma à l'époque, du rôle qu'il peut jouer en termes de propagande. Il faut savoir que cette sélection, on en rendra compte là, au mois de novembre à Orléans, comprend une majorité de films de fiction, mais aussi des documentaires. Ce qu'on ne dit pas souvent. Il y avait aussi des documentaires, et plus on va vers le documentaire, plus la propagande peut être encore plus nette. Bon, d'une part. D'autre part, effectivement, il y a une forte présence américaine, ça c'est tout à fait incontestable. Une solide présence française, c'est ce qu'on attend. Une plus modeste présence britannique, mais ce n'est pas négligeable. Et puis une assez solide aussi présence soviétique. Pour les autres pays, c'est intéressant de voir que les Pays-Bas, la Suède, la Pologne sont présents. Je ne sais pas où on en est, mais enfin, il y a quelques semaines, on avait des doutes sur le nombre de films polonais qui pourraient être projetés en novembre. Au moins un, etc. Je voudrais insister sur le fait que la Tchécoslovaquie était présente, au moins jusqu'au bout. Est-ce qu'on aurait projeté vraiment le film? Vous imaginez la crise avec les Allemands, mais les Allemands étaient absents, de toute façon, c'était pas gênant. Il n'existait plus, la Tchécoslovaquie. Voilà. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Donc, un film vient d'un pays qui n'existe plus. C'est quand même unique, ça. Hein? Non, c'est quand même... Et c'est un film intéressant, je n'ai pas encore vu. Maintenant, tout le monde commence à s'y intéresser à ce film-là. La Grande Solution. Enfin, il a eu plusieurs titres. Hein. Bon, c'est l'une des traductions, l'une des versions de Hugo Haas, et qui était une fable politique à usage un peu interne des Tchèques, et qui était une sorte de fable optimiste quand même, montrant qu'une dictature, c'est quand même extraordinaire, pouvait vaciller parce que les humanistes, au fond, finissaient par l'emporter. C'est quand même extraordinaire comme film. On laisse de côté la dimension esthétique de ça, mais enfin, c'était une grande vedette de cinéma tchèque qui était à l'origine du projet. C'est ce film-là qu'un pays mort nous envoie, quoi. Ça, je trouve que c'est quand même la chose la plus saisissante. Mais qui l'a envoyé, justement? Justement, mais voilà. Il y a quand même un petit mystère. Hein. Mais jusqu'au bout, on annonçait ce film. Bien. Là, pour le coup, si Georges Bonnet n'avait pas compris la dimension antifasciste de... Il y a une historienne du cinéma qui est en train de chercher dans les archives de Moscou pourquoi et comment le film Alexandre Nevsky... Alors, j'y arrivais donc. Alors, les autres grands présents, il y a les soviétiques jusqu'au moment où on peut se demander tout simplement si même la France va les admettre, à cause du pacte Hitler-Staline, d'autant plus que le pacte Hitler-Staline est tellement lié à l'idée qu'on va avoir la guerre que... bon. Donc, les états d'âme sont très courts. Il y aura la guerre et pas de festival. Bon, ça résout le problème. Mais effectivement, il y a retrait in extremis de Alexandre Nevsky, dont je vous ai dit tout à l'heure la signification clairement anti-germanique. Alors, cela dit, il y a Si demain c'était la guerre, qui est une sorte de docu-fiction, qui consiste à dire les soviétiques sont prêts à lutter contre toute agression et si on surinterprète le film, d'après des spécialistes comme Natacha Laurent, etc., on peut considérer que ça n'exclut pas encore que l'ennemi fût un Allemand. Mais enfin, il est vrai que la négociation du pacte Hitler-Staline, qui était déjà une longue histoire, avait troublé même du côté soviétique. Donc, bref. Pour le reste, les soviétiques étaient entre autres présents par le type même du film d'icône bolchevique qui est Lénine en 1918. On est dans la grande tradition du cinéma soviétique. Lénine en 1918, c'est Mikhaïl Rom, grand cinéaste un peu officiel. Et puis vous avez une comédie musicale qu'il faudra vraiment voir de près, Les Tractoristes. C'est-à-dire comédie musicale, en d'autres termes, il n'y a pas que les Américains, nous soviétiques, nous sommes capables de faire des comédies musicales sur un milieu de kolkhoz. Hein, voilà. Donc, vous voyez, c'est une sélection qui dit tellement de choses, quoi. Et du côté anglais, ça dit pas mal de choses, parce que les deux films principaux sont Au revoir, Mr. Chips, c'est deux films qui renvoient à des classiques de la littérature populaire anglaise. Voilà. Alors, je ne peux pas entrer dans le détail, mais Au revoir, Mr. Chips, c'est quand même toute une culture anglaise, la culture des grands campus, des grandes universités anglaises. Bref. Et puis, Les 4 plumes blanches, autre best-seller, disons, colonial, militaire, avec comme une histoire de virilité, avec, bon, 4 plumes blanches, tout ça dans une ambiance qui concerne un grand épisode de l'histoire coloniale, de l'expansion coloniale anglaise au XIXe siècle,
la lutte contre le Mahdi du Soudan, c'est-à-dire contre un intégriste musulman islamiste. Voilà. Bon, ça c'est les 4 plumes blanches. Là aussi, on peut non pas, c'est pas la peine de surinterpréter, on peut interpréter assez facilement. Du côté des États-Unis, des films qui, il faut le reconnaître, laissent plus de traces aujourd'hui. Hein. C'est quand même très significatif. Hein. La confrontation États-Unis-soviétique, bon, parce que vous aurez Le Magicien d'Oz. Alors, je passe sur Seuls les anges ont des ailes. Il y a plusieurs films qui ont une dimension évidemment aviatrice, hein, bon, comme le film fasciste de l'année précédente, à la Mostra, Pacific Express. Moi, j'insisterai sur Mr. Smith au Sénat. C'est quand même le film à l'éloge de la démocratie américaine, qu'il faut, à mon avis, voir et revoir aussi. Hein. Et d'une grande actualité. Ben, c'est ce que je dis. Voilà, il faut le voir et revoir, c'est parce que c'est compte tenu de l'actualité du message de Capra. Franz Capra. Hein. Voilà, Franz Capra. Donc, il y aurait beaucoup de choses à dire là aussi sur ce qu'envoient les Américains. Il n'y a pas que ça. Et puis du côté français, là, les films n'ont pas laissé de grandes traces, mais j'ai regardé, en général, ils sont sortis pendant la drôle de guerre, puis un même un peu plus tard, mais ils sont très représentatifs de la production standard, mainstream française de l'époque, avec une présence là aussi de ce qu'on n'appelait pas vraiment l'outre-mer, qu'on commençait à appeler l'outre-mer, enfin des colonies avec L'homme du Niger, de Jacques de Baroncelli, où là aussi la dimension coloniale, voire colonisatrice, enrobe une histoire qui est quand même plutôt une histoire d'amour et de rapport homme-femme, etc. Et le public va d'abord voir ça, sauf qu'on lui passe aussi au passage un petit message en l'honneur des bienfaits de la colonisation française. Et puis des films qui sont plus des films romanesques, La Piste du Nord de Jacques Feder ou La Charrette fantôme, qui est une reprise d'un film suédois assez connu, de Julien Duvivier. Et enfin, L'Enfer des anges, qui est un film éthique, un film qu'on a pu visionner à Orléans, hein, Hélène, il y a quelques mois, qui est un film qui est sorti un petit peu plus tard, qui est sorti à l'époque de Vichy, sans doute un peu censuré sur les bords, et qui est un film typiquement de cette époque-là, sur effectivement la possibilité de reprendre en main une jeunesse qui se cherche. Voilà. Mais à travers une histoire un peu mélodramatique. Christian Jacques est un bon artisan et le film est très représentatif de ce qu'on appelle les paniques morales aujourd'hui de la société de l'époque. Il y a par ailleurs des documentaires aussi qui vont accompagner le fait que nous sommes quand même une démocratie et une démocratie qui saura se défendre. Enfin bref, on pourrait, mais le temps passe, on va vous donner la parole. Ajouter quelque chose Mais simplement donc dire que je pense qu'une des tâches du colloque, donc les 4 jours qui vont s'ajouter aux 6 jours, ce sera d'expertiser plus en détail ces films, après les avoir vus, parce que même les grands spécialistes du cinéma n'ont pratiquement aucun n'a vu la totalité de ces films. Hein. Donc vous aurez une chance extraordinaire de pouvoir les voir, quel que soit l'avis que vous en retenez après les avoir vus, hein, bien sûr. Juste sur La France est un empire, c'est un film qui a été imposé par le ministre, hein, c'est lui qui a voulu qu'il soit dans la section. Et c'est un film vraiment, comme on disait, colonial, quoi. On dirait maintenant colonialiste à plein. Alors pourquoi c'est, d'après ce que disent les historiens, parce que ce film qui se termine, moi j'ai été très frappée par les dernières images, par une troupe en marche, hein, comme si elle allait à la guerre. Alors qu'est-ce qu'il y a en arrière-fond? Rappelez-vous la date. Et au fond, c'est un message un peu subliminal envers l'Allemagne en particulier, pour dire n'oubliez pas que la France, non seulement a son armée, ses forces armées, mais elle a aussi ses troupes coloniales qui vont intervenir, c'est-à-dire une très grande force militaire. N'oubliez pas surtout ça. Et c'est au fond ce que dira De Gaulle le 18 juin 1940. C'est-à-dire la France a perdu la bataille de la métropole, mais elle a encore ses troupes dans ce qu'on appelait à l'époque les colonies, mais la flotte est intacte, donc il faut continuer la guerre. Et il y a ce message-là finalement également que, non pas de menace, mais enfin, voilà, on a des forces. Enfin, je crois que tu es d'accord là-dessus. Oui, tout à fait. Et d'autant plus que ça se situe dans la continuité de ce que martèle la France dès le début de l'année 39, tout au long de l'année 39, hein, jusqu'en septembre. Nous sommes adossés à un empire, nous sommes alliés au grand empire anglais. Enfin, le voyage des souverains britanniques, qui a été mis en scène entre autres par Jean Zay, quelques mois auparavant, a manifesté le fait qu'il y avait un ciment franco-britannique,
hein. Le voyage des souverains britanniques, en 1938, ça a été un des plus grands événements de l'histoire de Paris, hein. Il y a une mobilisation pour faire en sorte que ce soit un très très grand événement. Il s'agit du nouveau roi George VI, hein, celui du film qui l'a rendu de nouveau assez célèbre il y a quelques années. C'est plus Édouard VIII, hein, c'est George VI. Donc, alliance franco-britannique. Et le président du Conseil, le chef du gouvernement, donc, Édouard Daladier, a fait une tournée en Corse, à Nice et en Afrique du Nord au début de l'année, parce que Mussolini avait été très explicite lors d'un meeting où, d'ailleurs, vraisemblablement, il allait un peu au-delà de ce qu'il voulait dire, mais enfin, il l'a dit. Il avait clairement dit, à l'acclamation de ses partisans, que la Savoie, Nice et la Corse et la Tunisie allaient redevenir ou devenir italiennes. Alors ça, évidemment, là, du coup, la diplomatie française s'est émue, et le cinéma en témoigne. Il y a des actualités qui ont suivi le périple de Daladier, y compris en Corse, y compris en Tunisie, pour dire non, nous sommes là, nous n'allons pas vous lâcher. Donc, tout le monde fourbit ses armes, hein. La question est de savoir si on veut s'en servir. Je termine quand même sur la question du pacifisme. Le pacifisme avait sa version de droite et sa version de gauche, d'où le trouble profond dans la société française. Les pacifistes se sont réduits comme peau de chagrin, mais ils sont encore très nombreux en septembre 1939. Hein. Il y a quand même des manifestes pacifistes jusqu'au moment où se déclenche la guerre. Peut-être avant de vous donner la parole, rappeler qu'il y aura donc ces projections, il y aura un colloque, mais il y aura un aspect pédagogique, Pascal en a parlé, il y aura l'aspect festif, Orléans sera la capitale ou la fête du cinéma. Je voudrais rappeler que tout ça est préparé, est porté par le Cercle Jean Z, dont je salue les membres ici, qui est le support vraiment extrêmement, à la fois à l'origine du projet et le support très important de cette opération, et qui a délégué l'organisation globale à un comité Jean Z Cannes 39 qui est présidé par Antoine Debec, que je crois tout le monde connaît, et qui est entouré donc d'un certain nombre de membres, dont Pascal Horry qui est là, mais d'autres historiens du cinéma, universitaires, inspecteurs généraux, parce que l'aspect pédagogique est important. Il y aura même un bal. Et d'après ce que nous a dit Sophie Ferkatadji, la Loire sera la croisette d'Orléans. Et je voudrais remercier le soutien extrêmement important de la ville d'Orléans, puisque nous sommes là, à ce projet, parce que la ville vraiment non seulement adhère à ce projet, mais souhaite qu'il soit développé au maximum. De même qu'il y a aussi le soutien du CNC, enfin le soutien du conseil régional, etc., de beaucoup de gens. Merci. Alors sans doute quelques questions. Bonjour et merci pour ces brillantes interventions. Moi, j'ai trois questions à poser. La première, c'est par rapport à l'esprit munichois. Donc, comment l'opinion publique ne pourrait pas être munichoise en majorité, compte tenu des conséquences effroyables de la Première Guerre mondiale. Est-ce que ça ne montre pas justement la lucidité de Jean Zay dans ce contexte Donc ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, elle est plus technique, c'est sur la censure a posteriori. Est-ce que c'est bien une censure, malgré tout, avant diffusion du film, pas après diffusion? C'est-à-dire qu'il faut obtenir un visa de censure, ce qui correspond, à mon avis, à une censure a priori. Et ma dernière question, vous avez parlé du rôle de Daladier. Est-ce que le président de la République, le président Lebrun, a une influence? Parce que le Cannes, c'est une affaire internationale, donc est-ce qu'il a joué un rôle à ce moment-là? Merci. Sur ces trois questions, Hélène aura des choses à dire. En ce qui concerne le pacifisme et le poids, en particulier de la Première Guerre mondiale, et du coup la lucidité de Jean Zay, mais on est, je pense, complètement d'accord. Ce que j'expliquais à mes étudiants sur l'importance du pacifisme, et je répète, avec des tonalités de droite comme de gauche, et avec en particulier la montée d'un pacifisme de droite, alors qu'au départ le pacifisme, je dirais en 18, est plutôt de gauche. Hein. Donc on imagine bien pourquoi. Mais la grande clé
C'est pas la peine de chercher, c'est les monuments aux morts. Hein. Voilà. Vous allez dans n'importe quel village de France, vous voyez dans un village de 150 habitants, franchement, c'est un énorme argument contre l'idée qu'on va repartir. Quoi. Voilà. Vous pouvez pas... Alors effectivement, le drame des pacifistes de gauche en particulier, c'est qu'ils continuent d'être pacifistes, même face à Hitler. Mais on a vu ça dans d'autres circonstances où on continue à avoir un type de raisonnement alors que l'interlocuteur a changé. D'ailleurs, certains pacifistes de gauche sont devenus collaborationnistes. La liste est assez longue. Hein. Donc voilà, mais on est bien d'accord. Ceux qui étaient lucides, c'était ces gens plutôt de gauche, mais il y avait pas mal de gens de droite, dont Charles de Gaulle est un exemple, qui considéraient que non, le grand danger, c'était désormais Hitler. Mais vous lisez les mémoires de Daniel Cordier, vous voyez bien que Daniel Cordier vient de l'extrême droite, et que c'est quelqu'un qui, finalement, en juin 40, fait le saut. Hein, la majorité, je dirais, de ceux qui sont à l'extrême droite vont à Vichy, lui, il va dans la résistance. Donc, il y avait la question d'Albert Lebrun. La réponse, c'est qu'à l'époque, le chef de l'État vraiment ne pèse pas. Et à ma connaissance, mais alors peut-être qu'Hélène a des choses à dire là-dessus, sur une affaire comme ça, c'est Daladier qui est quand même l'élément essentiel. Et puis la deuxième question, c'était... Oui, bah, j'avais cru comprendre que j'avais dit ça, c'est-à-dire que pour un juriste, ce n'est pas de la censure, puisque ce n'est pas a priori, on laisse faire le film. Vous construisez votre film. Et ce que je disais, c'est qu'il y avait du coup une autocensure, évidemment, et que ça concernait quand même l'impossibilité de le diffuser. Hein. Mais c'est une différence subtile qui a été souvent signalée par les juristes qui réserveraient le terme de censure à l'a priori et le contrôle à l'a posteriori. Voilà. Et donc on est théoriquement dans l'a posteriori. Évidemment, la distinction est un peu trop subtile. Un certain nombre de films n'ont pas pu voir le jour parce que l'habitude, la montée des périls ne cessant, l'habitude s'instaure pour les producteurs d'abord, mais aussi les réalisateurs, les scénaristes, de soumettre à l'avance. Ce n'est pas une obligation. Mais le président de la commission de contrôle, Edmond C., leur dit, écoutez, on vous suggère paternellement de nous soumettre déjà à l'avance. Mais alors, de toute façon, vous savez, soumettre un découpage, peut-être, mais un synopsis, ça ne veut pas dire grand-chose, mais vous imaginez bien que, surtout le producteur, mais même aussi le réalisateur, en tous les cas, le producteur, il a tendance à s'auto-censurer ou à auto-censurer son réalisateur. Ça, c'est classique. Grosso modo, la France a été sous ce régime jusqu'à la fin des années 60. J'ai eu un de mes étudiants qui a été le premier à travailler de près sur la censure après la guerre. Le maximum d'intervention sur les films, c'est sous De Gaulle. Oui, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est extrêmement pointilleux. Évidemment, ce n'est pas pour les mêmes valeurs qu'à d'autres époques, mais voilà, en particulier sur le plan, entre guillemets, moral, d'où l'affaire de la religieuse. Mais c'est pas là. Je signale que mon étudiant a aussi un peu dégonflé l'affaire de la religieuse. Bref, l'état d'esprit change à la fin des années 60. Oui, je voudrais rappeler un exemple de censure qui concerne d'ailleurs le CERCIL. C'est que vous savez qu'en 1956, Alain Resnais sort Nuit et brouillard avec une photo qui montre le camp de Pithiviers et en premier plan un gendarme. Et la commission de censure a répondu à Alain Resnais, vous n'aurez pas l'autorisation d'exploitation si vous laissez cette photo. Moyennant quoi, Alain Resnais a masqué le képi du gendarme. Alors cette photo qui était complètement inconnue pendant des années, maintenant, je crois qu'elle est dans les livres d'histoire et qu'elle symbolise la collaboration. Et pendant 10 ans, le film a... Donc voilà, c'est un exemple de censure que je voulais... D'ailleurs, j'en profite juste un petit point par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure sur le problème de la mémoire de Jean Zay. Bien sûr, il y a eu ce que Pascal a dit, ce parti radical, etc. Mais je crois largement aussi fortement le fait qu'on ne pouvait pas parler de la mémoire de Jean Zay sans parler de la collaboration, puisqu'il a été assassiné par des Français, et de la déportation qui a été l'objet de la déportation des Juifs, qui est l'objet de la complicité de Vichy, et que donc ces mémoires-là, qui obligeaient d'une certaine façon à rappeler la collaboration, on le sait, pendant un certain nombre d'années, elles ont été occultées. Sur la censure, il y a des passages dans Souvenir et solitude, mais la censure sous Vichy du cinéma, où Vichy voulait, et il le cite, purifier l'écran. Quant à la lucidité de Jean Zay, il a été pacifiste, violemment pacifiste, après la guerre de 14. Pascal l'a dit, ça a été un massacre tellement
abominable. D'ailleurs, il a écrit un poème, et on sait à quel point ça a pu lui attirer des haines, un poème très pacifiste, violemment antimilitariste, à 19 ans. Il avait 19 ans. Il sortait de la guerre de 14. Donc il a été pacifiste. Mais il va changer rapidement, et en particulier après un voyage qu'il fait en Allemagne. Il représente la Ligue des droits de l'homme, et il va en Allemagne en 1930. Et là, sans doute qu'il a vu des choses. Je ne sais pas. En tout cas, il change, alors que d'autres sont restés pacifistes, parce qu'elle a dit, lui, il change et il est partisan, y compris au risque de guerre, il est partisan de résister à Hitler. Oui, j'ai une question annexe par rapport à l'organisation du festival, et je m'adresse aux deux orateurs. Peut-être que vous allez me répondre. La Mostra de Venise, elle est liée aussi aux moyens que l'État fasciste italien avait donnés au cinéma. C'est-à-dire, il n'y a pas de Mostra s'il n'y a pas la construction de Cinecittà. En Allemagne, il y avait d'énormes studios, la Tobis et la UFA, qui ont permis justement à Goebbels d'avoir des moyens pour le cinéma. Est-ce que Jean Zay, indépendamment du projet du festival, envisageait pour la France la construction de grosses structures cinématographiques, puisqu'il y avait les studios hollywoodiens aussi aux États-Unis, et il semble qu'en France, on ait une certaine dispersion des ateliers de cinéma entre Boulogne, Épinay-sur-Seine, Charenton et du côté de Nice, où il y avait des studios, etc. Tout ce qu'on peut dire, c'est que Jean Zay, d'abord en tant que radical, en tant que membre des différents gouvernements, y compris de Blum de 1936, ne va pas jusqu'à adhérer à la position de la CGT, ou d'une partie de la CGT, à savoir nationalisation du cinéma, par exemple. Donc, on reste dans la situation qui est la situation de ce midi, c'est-à-dire que vous avez une activité qui est fondamentalement privée, on va dire libérale sur le plan économique, avec éventuellement des formes d'aide, puisque sous Jean Zay commence à émerger l'idée qui donnera l'avance sur recette, etc. C'est-à-dire la conciliation entre le fait que ça reste un marché privé et quand même des incitations vertueuses, etc. Bon, donc c'est un peu l'équilibre auquel on est arrivé. Vous savez que le coup de génie de l'avance sur recette, c'est moins l'avance sur recette, c'est l'idée que, puisque ça commence avant l'avance sur recette, comme réponse justement au poids des Américains après-guerre, les accords Bloomberg, etc. L'idée de génie, c'est que le spectateur, en achetant son billet, contribue au financement du cinéma français. Ça a été l'idée finale. Et il y a un peu cette idée qui commence à germer dans les années 30. Donc on reste dans le libéralisme, mais il y a des incitations. Donc à ma connaissance, il n'y a pas de projet de Babelsberg ou de Hollywood à la française, avec des studios qui sont effectivement du coup un peu dispersés. Grosso modo, le cinéma français tient quand même son rang à l'époque, mais effectivement dans le cadre d'une concurrence entre sociétés de production. La question est débattue en 1936. 1936-1937, il y a la commission dite commission René Tour, qui est une commission parlementaire, dont on a, grâce à René Tour, les actes, enfin du moins un résumé des actes, et on voit que toutes les voix s'expriment, et certaines voix disent il faut nationaliser le cinéma, et la CGT dit mais nous sommes tout à fait capables de gérer des studios, donc cette hypothèse est envisagée, mais effectivement c'est pas l'état d'esprit général à ce moment-là. Oui, j'ajouterais simplement que, étant donné ce qu'on voit de l'importance qu'il donne au cinéma, qu'on voit dans les pages de Souvenirs et Solitude, et à quel point il avait conscience des enjeux et à quel point il avait cette ambition-là pour le festival, j'ai envie de dire, oui, il n'y a pas de projet dans les cartons, mais à mon avis, il y en aurait eu, étant donné justement la lancée qu'il y avait et l'important, il avait compris d'ailleurs, comme les pays totalitaires, à quel point le cinéma est important, mais comme forme d'art aussi. Donc les projets futurs, il n'a pas eu le temps. Bonjour, je me demandais si après que les festivals étaient annulés, la conservation des copies, ça restait côté France ou les directeurs ils sont rentrés ces pays avec les copies? Est-ce que les copies sont restées en France Aïe, alors là, je ne peux pas trop répondre. Enfin, on peut répondre indirectement, c'est-à-dire que on a beaucoup de mal à les retrouver, donc soit elles n'étaient pas arrivées tout simplement, pas encore, soit elles n'ont pas été, ou elles ont été renvoyées à l'expéditeur. Mais il faut rappeler aussi que Jean Zay a soutenu la création de la Cinémathèque française avec Louis Langlois, et donc du côté des films français sûrement. Mais c'est vrai qu'il y a des films là, ça progresse parce que ce matin même, on a su qu'il y a des films qu'on n'aurait pas, on les aura. Donc là, il faut demander aux historiens du cinéma, ils pourront répondre à la question lors du colloque. Mais comme vous l'avez compris par ce qu'a dit Hélène,
ce sont les différents États qui ont la maîtrise complète de leur sélection et de ce qu'ils envoient. Et là, je pense que certaines bobines n'étaient pas arrivées, d'autres ont été renvoyées. Je pense que c'est plutôt ça. C'est pour ça qu'on a beaucoup de mal à les retrouver, y compris dans les pays actuellement, puisque la Pologne va être rayée de la carte. Donc on a retrouvé l'un des films, là, Les Diamants Noirs, le principal film polonais, on l'a retrouvé en 1980. Alors, la règle générale que les historiens présents dans la salle connaissent bien, c'est qu'en général, on est trop pessimiste sur les archives. On retrouve des choses plus souvent qu'on ne croit. On dit, ah, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Mais au bout de 50 ans, il y a des choses qui surgissent. Bon, voilà, ça reste miraculeux, minoritaire. Mais la preuve, pratiquement tous vont être retrouvés. Voilà. Alors qu'au départ, on disait, non, on ne va pas tout retrouver. Je crois qu'il y avait madame au premier rang. Non, micro. Leni Riefenstahl a servi Hitler, Eisenstein a servi Staline. Et pour l'Italie de Mussolini, il y a eu des grands noms qui restent attachés, non? Alors, des noms qui étaient connus à l'époque. Alessandrini, puisque c'est le réalisateur, mais il est bien oublié aujourd'hui, le réalisateur de Luciano Serra, Pilote. Carmine Gallone, qui est l'auteur de Scipion l'Africain. Et puis, il y a un grand cinéaste du réalisme, du néo-réalisme, qui est scénariste et réalisateur de films clairement marqués par l'idéologie fasciste, c'est Rossellini. Ah ben voilà. C'est Rossellini, bien sûr. N'oubliez pas que dans le cas du fascisme italien, ça permet d'éclairer la situation de l'Italie, en général peut-être, le fascisme italien est resté au pouvoir, grosso modo, pendant tout l'entre-deux-guerres, c'est 20 ans. C'est pas la même chose que 3 ans, 4 ans, même 12 ans, quoi. 20 ans. Donc. Et le fascisme a fait beaucoup pour le cinéma. Pour les documentaires, Luce, actuellement, ça m'avait frappé, ça fait longtemps, quand vous allez en Italie, vous trouviez très facilement les cassettes de Luce, enfin une sélection de Luce, qui était la grande société d'État fabriquant des documentaires, dont tous avaient une dimension de propagande, mais certains... Bon, il n'y avait aucun problème pour visionner des films de Luce. Il y en a encore moins aujourd'hui, bien sûr. Donc, oui, bien sûr. Si vous grattez, les gens qui ont travaillé pour le cinéma italien après-guerre, généralement, ils avaient commencé avant. Alors, parfois, c'est absolument anodin. Voilà, mais Rossellini, c'est pas anodin. Un peu de propagande. On me signale qu'il faut signaler qu'il y a une plaquette qui... Alors, les dates ne sont pas bonnes, mais à part ça, tout est bon. Oui, la propagande française est vraiment nulle. Face au régime totalitaire, on n'est vraiment pas à la hauteur. C'est-à-dire que ça présente en effet Cannes 39 tel qu'il aura lieu, avec l'esprit général. Alors oui, il y a des choses qu'on n'a pas dit. Il y a par exemple une exposition qui a été faite spécialement, qui s'appelle Jean Zay et le Festival de Cannes, qui circule déjà et qui va circuler. Il y a beaucoup de choses. Et il y a la sélection au dos. Vous avez toute la liste de la sélection au dos. Et l'image est une image d'époque. De Gabriel Doumergue. Domergue, pardon. Domergue, c'est le président de la République. Domergue, pardon. On la trouve où, la plaquette ? Partout. Et elle est collector, puisque maintenant elle est obsolète. Non, elle est obsolète pour la date. Mais de toute façon, il y a d'autres documents qui vont paraître. Pour l'instant, est disponible. Et pour la date, on vous l'a dit pour la 36e fois, 12-17 novembre pour le festival. Mais n'oubliez pas aussi le colloque, 28 novembre, 1er décembre. Alors, il y a le président du cercle qui veut dire quelque chose. Le micro. Vous pouvez trouver aussi le livre d'Olivier Loub sur Cannes 39, le festival qui n'a pas eu lieu, et tant d'autres choses donc, qui concernent Jean Zay et le travail du cercle sur ces questions de mémoire de ce grand Orléanais. Peut-être ajouter que, comme vous le savez, il y aura le jury, ça y est, vous pouvez ouvrir le journal local, vous aurez la liste de membres extrêmement intéressants du jury. Et donc, bien évidemment, parallèlement au festival, d'abord, il y aura quelques projections hors sélection, dont en particulier... Alexandre Nievski.
Alexandre Nevsky, et puis Olympia, Olympia, les oui. dieux du stade. Alors L'espoir. accrochez-vous, il dure 4 heures. Hein, bon. Et il y aura bien évidemment des réalisateurs, parce que les gens qui font partie du jury, ce sont des grands réalisateurs. Il y aura des réalisateurs qui qui feront des masterclass, qui présenteront leurs films. Tout ça, vous allez voir peu à peu paraître ça dans la presse. Et le bal qui se tiendra Bal costumé. Le samedi 16 novembre au théâtre qui est d'Orléans, qui est mobilisé pour accueillir ces festivités, ainsi que le cinéma des Carmes. D'autres questions? Maintenant qu'on a parlé du bal, on a tout dit. Hein. Moi, je voulais vous remercier d'abord pour l'intervention que vous avez faite en duo. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Moi, j'ai été étudiante, enfin, du moins lycéenne, au lycée Jean Zay. Et j'y étais en 95 quand j'ai passé mon bac, en fait. Et on n'a pas appris tout ça, en fait. Même si les profs d'histoire étaient très passionnants et mettaient l'accent quand même davantage sur Jean Zay qu'auparavant. Et je trouve ça dommage, même en plus en termes de cinéma, qu'il n'y ait pas plus de choses qui soient faites avec ça. Donc je suggère à la mairie d'Orléans que le lycée Jean Zay ait une vraie section cinéma. J'ai pas d'action, j'habite Angers, j'habite plus Orléans, mais sincèrement je trouve ça super. Et puis je trouverais super aussi que le festival puisse se faire du 1er au 20 septembre, un petit peu un signe, mais je sais qu'il y a le Festival de Loire qui va se passer en même temps, donc c'est sans doute compliqué, que l'Italie est invitée. Alors c'est marrant parce que ça va faire des clins d'œil avec la Mostra de Venise peut-être. En tout cas, il y a plein de liens à faire et bravo en tout cas pour vos interventions, c'était passionnant. Je voudrais dire que le lycée Jean Zay, c'était ce que vous avez dit quand vous y étiez, mais que maintenant c'est fini. Et je voudrais saluer la proviseure du lycée Jean Zay qui est ici et qui fait un travail formidable dans son lycée pour la mémoire. Ça, je peux en témoigner. Très important. Mais c'est vrai qu'une section cinéma, ça serait bien. Mais je ne crois pas que ça dépende de la mairie d'Orléans. Je crois que ça dépend de l'éducation nationale. Une autre petite chose, pour faire connaître ce festival, je trouverais super que des comédiens, acteurs qui sont engagés aussi, peut-être, puissent se mobiliser. Je ne sais même pas s'ils ont connaissance des choses, donc peut-être lancer l'idée au niveau national que certains soient là aussi, au-delà des réalisateurs qui s'engagent ou producteurs, mais des acteurs comédiens. Voilà. Par rapport à votre interpellation, je voulais juste donner un petit clin d'œil en expliquant que le lycée Jean Zay sera complètement associé à cette démarche, évidemment, et que l'éducation nationale est associée par l'intermédiaire du rectorat, dans un premier temps, de l'Académie d'Orléans-Tours. Et bien sûr, en tant que lycée est bien nommé, nous serons associés, quitte à avoir d'ailleurs peut-être à un moment donné un film qui pourra être présenté au sein de l'établissement, pourquoi pas, en avant-première ou des petites choses comme ça. Ou après, d'ailleurs. Hein, voilà, moi, je reste complètement à la disposition et tout à fait favorable à cette idée de pouvoir travailler ensemble. Et en sachant aussi qu'on a, par contre, on a des musiciens, hein, et on a aussi au sein du lycée les élèves qui font du théâtre et qui font des choses magnifiques. Effectivement, on pourra peut-être voir s'il n'y a pas un projet à mettre en place autour de ça. Voilà, à suivre. Bien, je crois que nous avons non pas tout dit, mais enfin dit beaucoup de choses. Et rendez-vous au mois de novembre.